Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mokhtar Belmokhtar est-il vraiment mort? Plus d'une personne se pose la question depuis l'annonce ce matin par une source américaine de la mort probable du chef du groupe terroriste Al-Mourabitoun. Une interrogation d'autant plus légitime que l'intéressé n'en est pas à sa première mort entre guillemets. En effet, Mokhtar Belmokhtar a été donné pour mort quelques 8 fois par les renseignements américains. Alors à quel scénario donc s'attend cette fois-ci? Que représente Mokhtar Belmokhtar au sein de la nébuleuse terroriste aujourd'hui? Les groupes terroristes seront-ils réellement plus fragilisés qu'avant? Si oui, cela se ressent-il sur la situation sur le terrain? Le travail que mènent les services de renseignement des différents pays est-il mieux coordonné aujourd'hui qu'annonce l'arrivée prochaine des soldats allemands et probablement ceux du Canada par rapport à la lutte contre l'insécurité au Mali? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont Dr Ali Tounkara, il est enseignant à l'université, il est spécialiste des questions de sécurité. Monsieur Tounkara, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également dans ce studio Chiaka Tcheblé Doumbia, il est du Centre d'analyse politique et économique. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Nous avons en ligne Serge Daniel, il est journaliste écrivain. Nous avons également en ligne une quatrième personne, il s'appelle Clément Dambélé, qui est donc enseignant. Il est enseignant donc à Nice et politologue. Il sera évidemment lui aussi au bout du fil. Cette émission vous est présentée par Seydou Fouma. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce débat sur cette question. Comment prendre cette fois-ci l'annonce de la mort probable de Mokhtar Belmokhtar par les Américains? Y a-t-il plus de chances que la nouvelle soit, pour une fois, véritablement confirmé? Je pose la question à vous, docteur Ali Tounkara, vous qui êtes donc enseignant à l'université spécialisée des questions de sécurité. Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit dans les propos introductifs, que M. Belmokhtar a été annoncé pour mort à plus de 8 reprises. Bon, la question qui se pose fondamentalement maintenant, c'est de se donner nécessairement du temps, de voir si toutefois une quelconque mort serait confirmée, parce qu'il serait bon quand même qu'on parle au conditionnel, parce que ce ne sont que des annonces, mais jusqu'ici, des sources officielles émanant, si l'on peut dire ainsi, de la Maison-Blanche ne se sont pas prononcées à propos. Donc, je crois que l'ère à laquelle nous nous retrouvons, sa mort reste à confirmer en fait. Bon, toujours est-il que Mokhtar Belmokhtar est une figure emblématique en parlant de Al-Qaïda, de façon, enfin, Al-Qaïda du point de vue mondial, hein, parce que en s'intéressant un peu à son parcours, on comprend que de l'Algérie, en passant par l'Afghanistan, même par le désert malien. Donc Mokhtar Belmokhtar est une des figures emblématiques aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de l'évoquer au cours de ce débat. Chiaka Tcheblé Doumbia, on n'est donc pas à la première annonce du genre, la mort de Mokhtar Belmokhtar. Est-ce que cette annonce est différente des précédentes? Je pense qu'il faut être très prudent. Il faut être prudent parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous ne sommes pas à la première fois qu'on annonce. Ce n'est pas une première fois qu'on annonce la mort de Mokhtar Belmokhtar. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que l'annonce a été faite d'après les sources que j'ai visitées par Wall Street Journal. Alors, il dit que c'est un officiel qui a donné les informations, mais qui est cet officiel? On ne donne pas ça. Et également, aucune source officielle, ni du côté de la France, ni du côté des États-Unis, n'ont fait cas de la disparition définitive de Mokhtar Belmokhtar. Donc, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions cette information. Serge Daniel, vous êtes en ligne. Comment vous, personnellement, vous prenez cette information relative à la mort probable de Mokhtar Belmokhtar? Écoutez, l'information, c'est qu'il y a eu une frappe en Libye. Il y a un faisceau de présomption qui tournait la tête selon laquelle Mokhtar Belmokhtar, alias Khaled, serait en Libye. Bon, on n'a pas de preuve sur cette mort-là, ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce. En revanche, ce n'est pas parce que c'est un journal qui l'annonce que c'est faux. Non. Disons qu'il y a actuellement, d'après ce que j'ai compris, que ce soit du côté renseignement français comme du côté américain, beaucoup de prudence. Ils sont en train de vérifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un, ou il y a 2 ou 3 personnes
accusés d'être des djihadistes et qui ont été tués. Alors maintenant, quelle est l'identité, quelles sont l'identité réelle de ces personnes tuées? Je crois que les enquêtes sont en cours et qu'il faut attendre le résultat de cette enquête-là. Alors, nous allons donc du côté de Nice pour retrouver Clément Dambélé. Il est enseignant, il est politologue. Monsieur Dambélé, vous aussi, vous avez certainement appris la nouvelle, elle est relative à la mort probable de Mokhtar Belmokhtar. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Juste une petite rectification, c'est net plutôt que ministre, c'est net. Alors, l'annonce de la mort de Belmokhtar, moi je le vois plutôt dans une dimension plus stratégique. Ce sont des annonces stratégiques. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une guerre de médias aussi. La guerre du terrorisme et antiterroriste, c'est une guerre de médias. Et je pense qu'au-delà de toutes les finances qu'on peut avoir, c'est vrai, mais que ce soit vrai ou pas, mais en tout cas, il faut le voir dans une dimension politique, que ce soit une annonce pour voir réellement s'il va réagir ou pas, parce que chaque fois qu'on a annoncé sa mort et qu'il n'est effectivement pas mort, il a quand même, c'est quelqu'un qui aime bien aussi les médias et qui annonce et qui réplique en disant non, je ne suis pas mort, je suis encore vivant. Et ça permettra de l'identifier. Donc, ça me fait penser un peu à la politique qu'on a menée derrière Oussama Ben Laden un moment pour faire des annonces de sa mort et qu'il réplique pour montrer qu'il n'a pas mort. À mon avis, cette fois-ci, c'est le même système qu'on essaie de faire avec les Américains pour annoncer certainement sa mort. Je suis à 60% à dire qu'il est vraiment mort, mais s'il n'est pas mort, ça devient un système de stratégie, de relations communicationnelles qui permet de le faire réagir et de le sortir de sa tanière. Nous retournons dans ce studio, nous allons nous adresser une fois de plus à vous, Ali Tounkara. Alors, une autre question que les gens se posent, on l'a annoncé, la mort de ce monsieur beaucoup de fois. Alors, pourquoi ne tire-t-on pas les enseignements? On l'a annoncé, il a ressuscité à ce sens qu'on l'a pris pour mort, après il est revenu. Alors, pourquoi ne pas quand même tirer les enseignements et éviter d'annoncer ce genre de nouvelles tant qu'on n'a pas de preuves irréfutables? Oui, clairement, en fait, vu la manière dont les violents civils d'humanité, annoncer une telle mort est toujours perçu par la communauté internationale comme une bonne chose, d'où un peu cette euphorie, cet effet domino justement en matière communicationnelle, la disparition de Belmokhtar, parce qu'en réalité Belmokhtar constitue quand même une gêne pour l'humanité. Donc parler de sa disparition, effectivement, souvent nous tombons mine de rien dans les pièges d'escalade émotionnelle. Donc je crois qu'il est quand même plus prudent au regard des infos collectées jusqu'ici, de rester beaucoup plus, même si nous sommes tous optimistes, nous serons tous contents de sa disparition, il serait bon qu'on reste quand même des véritables optimistes prudents. Voilà. Alors, il faut être prudent, mais il faut toujours attendre. Est-ce qu'on va vers le scénario auquel on est habitué, on annonce la mort et après on le revoit? Je pense que la prudence, la précaution à laquelle tout à l'heure je faisais allusion est partagée par les sources officielles et les sources de renseignement. Ça, c'est évident. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que l'annonce a été faite par un journaliste, un journal que c'est une annonce qui est fausse. Mais moi, je pense qu'il faut être prudent. Tant qu'on n'a pas des sources officielles, tant qu'on n'a pas des preuves tangibles, ça va être un peu, à mon avis, des mesures de se laisser dire qu'il a été totalement tué, à mon avis. Alors, Sir Daniel, est-ce que vous ne pensez pas que même les journaux devraient attendre, avoir des preuves irréfutables avant de diffuser ce genre d'informations? Alors, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi les journaux vont attendre. S'ils ont une source, l'information d'une source sécuritaire, ils donnent l'information. Vous vous souvenez que le président tchadien lui-même avait annoncé la mort de Ben Mokhtar. Il a annoncé, Déby lui-même a annoncé la mort de Ben Mokhtar, et ça s'est avéré faux. Ça s'est avéré être une fausse information. Les Français, à un moment, ont annoncé, vous le savez également, probablement, ils ont annoncé, c'était le ministre de la Défense quand même qui a dit probablement que Ben Mokhtar est mort. Donc il y a un faisceau de présomption qui tolère cette thèse, on donne l'information sous réserve, quitte après à revenir là-dessus. Donc je ne vois pas où c'est un faux débat. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut attendre pour avoir la certitude qu'il est mort, mais qui peut faire cette analyse, ce sont les Américains, ce sont les Français, ce ne sont personne d'autre, si vous voulez. Moi, je pense, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une frappe, la frappe est confirmée,
La frappe est confirmée sur le territoire libyen. 2 ou 3 djihadistes ou terroristes auraient été tués. Maintenant, quelle est l'identité effectivement des personnes tuées? Il faut attendre les résultats de l'enquête en cours. Je pense, d'après ce que je sais, que les Américains et ou les Français devraient très rapidement s'exprimer là-dessus, puisque vous savez que le raid a été attribué aux Français, et puis on verra par la suite ce qui va se passer. Alors, Clément Dambélé, du côté des Metz, est-ce que vous vous attendez à une réaction rapide des autorités, qu'elles soient maliennes, américaines ou françaises, par rapport à ce dossier? Je n'ai pas bien entendu, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous pensez que les autorités vont réagir, infirmer ou alors confirmer cette information dans les jours à venir, que ce soit au niveau de la France ou des États-Unis? Voilà, comme disait tout à l'heure M. Chef Daniel, vous savez, nous ne sommes plus dans une dimension de prudence. Je ne suis pas d'accord qu'on dise, bon, il faut être prudent sur les informations. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de globalisation des relations communicationnelles dans le monde, qu'une information et son démenti peuvent arriver en quelques secondes. Donc, aller dans les prudences pour dire que voilà, il faut pas annoncer. Je pense que c'est même pas prudent d'être prudent là-dessus. Il faut laisser les médias communiquer là-dessus. Il faut laisser tout ce qui est les médias de proximité et les médias d'immédiateté s'exprimer sur la mort de Ben Mouktar et qui permettra aussi, du point de vue des autorités, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il ne va pas réagir. Cela dit, les États comme le Mali, les États de l'Afrique, je ne pense pas qu'ils ont grand-chose à dire là-dessus. Et étant donné que ce pays qui tient vraiment la manette du jeu, maintenant les Américains et les Français, les puissances militaires qui sont aujourd'hui engagées dans la lutte antiterroriste, je pense que ces puissances sont actuellement en train de mener, ça c'est l'hypothèse de ma part, en train de mener des enquêtes pour avoir la certitude. Et quand bien même s'il est vraiment mort, il ne faut pas attendre les 24 heures qu'on nous donne la confirmation. Il y a des tests d'ADN qui vont peut-être attendre 2-3 semaines pour avoir la confirmation. Mais à l'heure où nous sommes, ce n'est même pas prudent d'être prudent sur cette information. Il faut l'annoncer, il faut, sans pourtant exprimer la joie, mais il faut quand même faire le tour de cette information qu'il est mort. Peut-être que de l'autre côté, ils vont réagir, les terroristes, pour dire que soit il est vraiment mort ou il n'est pas mort, parce que vous savez, quand il est mort, souvent les terroristes, ils annoncent qu'il est mort. Alors, Ben Mokhtar est-il mort ou vivant? Il va falloir attendre pour le savoir. Mais comment comprendre quand même toute cette confusion? Les Américains qui annoncent que Ben Mokhtar est mort dans des frappes menées par des Français. Cela est fait le lundi. Au même moment, la sœur de l'intéressé qui dit qu'il y a une confusion, comme si l'homme qui serait mort ne serait pas Ben Mokhtar. Beaucoup sont impressionnés par la coïncidence. On va donc savoir dans un instant si vous aussi vous l'êtes. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je le disais, la mort probable de Ben Mokhtar, elle est commentée à plusieurs niveaux. On en parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions et parmi ces questions, il y a celle-là. On le dit mort, mais voilà que ça s'est dit qu'il ne s'agirait pas de lui, qu'il s'agirait d'un autre, en fait, qui s'appelle d'ailleurs autrement, comme si en tout cas l'homme dont on dit qu'il est mort aujourd'hui n'est pas Ben Mokhtar. Alors c'est quand même une confusion qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces bruits, de toute cette confusion autour de cette nouvelle, M. Toungara? Oui, je crois que cette confusion, elle n'est pas tout nouvelle. En s'intéressant effectivement au mouvement d'extrémistes violents, je crois que ce sont des mouvements qui entretiennent souvent aussi la confusion afin de légitimer davantage justement leur puissance sur le terrain. Lesquels mouvements justement, c'est une sorte de stratégie pour eux aussi de nous laisser dans la confusion totale afin d'évoluer davantage voilà, sur le terrain et puis voilà, vouloir même souvent poser des actes au nom de la vengeance. On le saura dans Souper si toutefois cette fois-ci la mort est évidente. Les différents mouvements d'Al-Qaïda, Ansarud-Din et autres vont certainement
on entend par vengeance poser des actes terroristes, actionner des synthés explosives. Donc je crois que même si certains trouvent que la prudence n'est pas démise à ce niveau, mais moi je trouve quand même fondamentalement, lorsqu'on va être sérieux avec nous-mêmes, apporter une telle information, en tout cas sans avoir la certitude, je crois qu'il serait quand même toujours idéal de l'annoncer au conditionnel, moi je trouve. Je crois que vous avez entendu les uns et les autres, vous avez entendu la nouvelle, vous avez aussi entendu les propos des gens qui sont quand même des parents de Mokhtar Belmokhtar. Certains même parlent d'imbroglio. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense que là, ça rentre dans le cadre de la même confusion qu'on est en train de souligner tout à l'heure s'agissant de la mort de Mokhtar Belmokhtar. Cette confusion, c'est sur sa personne et encore la confusion s'entretient on entretient également la confusion sur sa famille. Moi, ma question, ce n'est pas de que les médias ne doivent pas annoncer. C'est pas là le souci. Les médias sont dans leur rôle d'annoncer, mais maintenant, à ceux qui veulent prendre cette information comme argent comptant, à mon avis, il faut attendre à ce qu'on ait toutes les informations pour pouvoir le traiter. Sinon, dire que ça a été annoncé par les médias, c'est une fausse information, c'est pas là la question. Voilà. Alors, Sœur Daniel, vous êtes au courant des faits, vous savez qu'il y a beaucoup de confusion, en tout cas selon ce qu'on apprend par rapport à cette nouvelle. Vous avez entendu quelqu'un dont on dit qu'il est la sœur, une personne qui est la sœur donc de Belmokhtar, qui dit que la personne dont il s'agirait ne serait pas Belmokhtar. Ce genre de confusion, est-ce que vous vous y attendiez? Oui, il faut s'attendre à ça. Vous savez, il y a d'ailleurs une coïncidence. Quelques jours avant, ou du moins la semaine dernière, si vous vous souvenez, il a été annoncé à grand renfort, non seulement par des médias, mais par des gouvernements, que la sœur, l'une des épouses de Belmokhtar, a été arrêtée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette information. Alors, ce qu'on a appris 3 jours après, c'est qu'il y a eu un démenti. Il y a eu un démenti en disant non, l'une des épouses de Belmokhtar n'a jamais été arrêtée. Alors, l'idée, si vous prenez le Wall Street Journal, qui est quand même un journal sérieux, il n'affirme pas que le terme en anglais, l'équivalent, la traduction française, c'est probablement tué. Et en citant un responsable des services de renseignement. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut attendre pour savoir si c'est vrai cette fois-ci, mais c'est pas la première fois qu'on annonce la mort. Je vous rappelais tout à l'heure que le président Déby lui-même a annoncé officiellement, vous vous souvenez à l'époque, au début, c'était en janvier 2013, tout juste après l'intervention française, mais c'était les Tchadiens, ce sont les Tchadiens, on ne l'a pas beaucoup souligné, ce sont les Tchadiens qui ont été au contact physique avec Al-Qaïda dans le Terrara. Il a dit, nous avons tué Belmokhtar, et le deuxième, dont j'oublie le nom, est Abou, j'oublie son nom, est le deuxième responsable de Bakmi dans le nord du Mali. Il s'est avéré par la suite que ce n'était pas vrai, qu'il y a eu une confusion, alors qu'on avait même présenté des photos. Donc il faut attendre, je crois qu'il doit y avoir des tests ADN actuellement en cours, il doit y avoir des recoupements, et puis il faut savoir aussi quand même que la nébuleuse Al-Qaïda n'a pas encore réagi, parce qu'elle laisse toujours le temps. J'ai entendu tout à l'heure un intervenant dire qu'ils en profitent, les groupes profitent de ces situations pour se faire une publicité. Il faut attendre tout ça pour savoir si c'est vrai ou c'est vrai. De mon point de vue, personnellement, là où l'attaque a eu lieu sur les territoires libyens, ce n'est pas un lieu qui est connu, abrité souvent Belmokhtar. Il est plutôt ailleurs. Et cela dit, comme les autres l'ont dit, il faut attendre pour savoir, il faut attendre à la fin des investigations pour savoir. Nous partons du côté de Metz, c'est retrouvé Clément Dambélé, et cette confusion, vous avez vu Clément, il peut s'agir en fait d'une stratégie. Est-ce que cette confusion autour de cette nouvelle fait partie du jeu? Vous savez, la confusion est au bénéfice de 2 éléments essentiels. La confusion est à l'avantage du mythe. La confusion est à l'avantage de la durée de ce qu'on appelle le suspense. Et je pense que dans la stratégie de communication politique, déjà, et cette forme de confusion est à l'avantage des puissances militaires, mais aussi à l'avantage des groupes islamiques ou des groupes terroristes. Et ça leur permet, d'un côté, à Al-Qaïda de se préparer la nébuleuse, de peut-être préparer le relais
et de passer maintenant l'information. L'information, c'est pas dans l'immédiat, l'information, ça se prépare, ça se diffuse, et ça doit agir sur le mécanisme psychique. Et ça permet aussi aux puissances militaires qui ont annoncé, et avant la confirmation, de préparer la véracité de l'information. C'est là il faut tenir compte que, en réalité, si vous voulez, ce n'est même pas une confusion. Nous sommes dans un moment d'attente, de suspense, de vérification des faits. Ce n'est pas une confusion pour moi. Ça fait partie de la logique de stratégie de relations communicationnelles dans cette forme de confrontation entre les puissances et entre les terroristes, dont chacun a sa façon de passer l'information basée sur ce modèle qui n'est pas une confusion, mais qui n'est qu'un moment d'attente qui se vérifie dans les jours à venir. Alors, les groupes terroristes sont-ils réellement fragilisés au point de ne plus pouvoir entreprendre d'actions d'envergure? On le disait à un moment donné, c'est les autorités françaises qui le disaient, aussi les responsables de la force Barkhane qui le disaient. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces groupes ont toujours une capacité de nuisance non négligeable, avec autant d'embuscades et d'attaques qui ont fait beaucoup de victimes. Alors, Monsieur Tounkara, est-ce qu'on peut dire que ces groupes-là sont réellement suffisamment aujourd'hui fragilisés? Oh, ils le sont en grande partie, mais cette fragilité, je crois qu'il faut quand même la nuancer. Elle dépend d'où on se situe en fait. Si l'on prend Al-Qaïda sur l'échiquier international, et naturellement, Al-Qaïda tend vers son déclin. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a quand même des poches à partir desquelles des attaques sont perpétrées ça et là. Je crois que fondamentalement, parler de la fragilité de ces différents mouvements extrémistes violents, ça nous pose aussi l'épineuse question de la faiblesse de l'État également partout. Si vous faites le constat, Al-Qaïda est installé, et les autres groupes, effectivement, il y a des aspects fondamentaux. Le premier, il y a une réelle faiblesse de l'État qui est marquée. Le second aspect, c'est plutôt que j'appellerais individuel, en fait. Quand les familles ou les communautés échouent dans leur fonction éducative, nous assistons effectivement à des acteurs qui peuvent faire recours à la violence, qui peuvent faire recours à l'extrémisme. Donc, effectivement, la fragilité de ces différents mouvements serait plutôt liée et serait en fonction, elle est à géométrie variable. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de la même fragilité à Tombouctou, qu'à Kaboul, qu'en Irak. Donc, vous voyez, donc, la fragilité, effectivement, elle est à contextualiser, elle est plutôt géographique, en fait, à mon entendement. Monsieur Aka Cheblé Doumbia, les groupes terroristes sont moins organisés aujourd'hui qu'hier? Oui, fragilisé, oui, mais pas neutralisé, hein, il faut le dire. Parce que c'est vrai, avec l'intervention des différentes forces aujourd'hui, des différentes forces sur le terrain, la force Barkhane, la force de l'armée malienne, l'amunissement, il doit de soi que l'organisation soit un peu, leur système d'organisation soit un peu dénaturé. Mais ceci étant, ils ont encore toujours des capacités de nuisance, de perpétrer des actes de part et d'autre, et même y compris sur le sud, ici dans le sud. Si la mort de Belmokhtar venait à être confirmée, je le dis comme ça, si ça venait à être confirmé, je pense que ça va quand même être aussi un coup dur porté à leur organisation, même si ça ne va pas sonner également la fin. Alors, Sir Daniel, constatons sur le terrain que les groupes terroristes sont véritablement fragilisés, en tout cas au niveau du Mali. Je n'ai pas cette impression-là. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que pendant l'occupation, ceux qui contrôlaient Gao, c'était le Moujao, ils m'ont donné leur accord pour aller là-bas. Donc je suis passé par le Niger pour me rendre là-bas pendant l'occupation. J'ai tout de suite compris au bout d'une journée qu'ils ne pouvaient pas garder pendant longtemps le contrôle d'une ville. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas diriger un groupe, si vous voulez, une ville, sans politique de santé, sans politique d'éducation. Le couper les têtes, ce n'était pas un programme. Et je sentais bien que s'il y avait une intervention, même de la CEDEAO, parce que la CEDEAO voulait intervenir militairement, que ces groupes djihadistes étaient prêts à se métastaser dans la nature, à disparaître d'abord dans la nature, parce qu'ils ne pouvaient pas faire front, et que là où ils allaient véritablement exceller, c'est la politique qu'ils mènent actuellement sur le terrain, c'est-à-dire la guérilla, c'est-à-dire les attentats, la guerre asymétrique. Ils sont des spécialistes de cette guerre asymétrique. Et plus vous les tuez,
plus ils renaissent, on a l'impression. On a l'impression qu'ils ont formé des fédayines un peu partout, qui font toujours ce que j'appelle non pas le lavage du cerveau, mais le surchauffage du cerveau. Donc vous avez, ils attendent par exemple dans le Gourma, c'est dans la région de Tombouctou, mais au sud de Gao, ils attendent pendant 2 semaines le passage d'un convoi et ils posent des mines. Et vous avez 6 morts, la communauté internationale parle de... L'impression que moi j'ai, c'est que ces groupes ne sont pas du tout fragilisés. C'est vrai qu'ils ne contrôlent plus de ville en tant que tel dans le septentrion malien, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un intervenant l'a dit tout à l'heure, ils déstabilisent jusqu'à Bamako. C'est-à-dire qu'on fait 6 mois sans rien du tout, et d'un coup, boum, il faut un boom et ça fait du bruit pendant 1 mois, ça fait du bruit pendant 2 mois. Alors je ne pense pas qu'ils soient fragilisés, je pense plutôt qu'on les a obligés à changer de tactique et que, ils sont aussi plus redoutables que lorsqu'ils occupaient des villes dans le nord du Mali, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de commettre l'attentat parce qu'ils contrôlaient ces villes. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan, il est quand même assez lourd du côté des civils comme du côté des militaires. Clément Dambélé, est-ce que vous pensez que les groupes terroristes sont fragilisés? Ce n'est pas l'avis de ces derniers, votre avis à vous? On ne peut pas parler de fragilisation. Vous savez, il faut être très 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 prudent quand on pense que les djihadistes sont fragilisés. Vous savez, je vais vous dire une chose, ils n'ont jamais été aussi forts que lorsque on pense qu'ils ont été fragilisés. Il y a 3 étapes dans la stratégie des terroristes. Vous savez, il y a d'abord ce qu'on appelle la guerre, la confrontation directe, la guerre sur le terrain. S'ils ont prévu cela parce que la France a fait une intervention au Mali, il faut savoir qu'on n'a aujourd'hui aucune statistique qui dit combien de djihadistes a été tués au Mali et ils avaient combien, donc du coup, est-ce qu'on a tué tout le monde? Donc il y a une espèce de... Ils ont été dispersés partout au Mali, mais il faut dire aussi que aujourd'hui, il y a une forme de stratégie sous-marine que les djihadistes mènent. Chaque fois qu'ils ont fait de la guerre, ils mettent en place une stratégie de proximité, parce que la façon dont on peut lutter contre les djihadistes, pour l'instant, le Mali n'est pas dans cette stratégie. C'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre la misère, c'est la scolarisation, c'est l'éducation de masse, c'est une communication de proximité qu'il faut mener auprès des populations. Et cette guerre, si on regarde le cas du Mali, est en train de basculer vers une forme d'ethnisation qui prépare le terrain au retour au djihadisme. Donc dire que les djihadistes ont été fragilisés, je ne suis pas du tout d'accord. Simplement, il faut qu'il y ait un travail de fond parce qu'aujourd'hui, on peut voir au sud du Mali, au centre et au nord du Mali, une préparation évidente au retour des djihadistes. Si tant bien même aujourd'hui, la France ou l'opération Barkhane ou le MINUSMA partent, vous allez voir qu'au bout de 5 jours, les djihadistes reprennent le terrain parce que le terrain est aujourd'hui plus propice qu'il y a 2 ans, 3 ans au Mali. Donc, ils n'ont pas été fragilisés, il y a une mutation, il y a une nouvelle forme, une nouvelle stratégie qui est mise en place. Nous sommes dans une phase d'attente qui peut être aussi pire si on ne prépare pas le terrain à une vraie lutte antiterroriste. Alors, on va à présent dire un mot des renseignements. Ali Tounkara, le renseignement, on sait qu'il est très important dans la lutte contre le terrorisme. On constate par ailleurs qu'Américains et Français, par exemple, semblent quand même bien collaborer dans ce domaine. Que dire des services maliens? Quel est vraiment l'apport des services du renseignement malien? Comment rendre ces services plus efficaces? Le renseignement malien, bon, il existe, on ne peut pas le nier quand même, malgré ses moyens limités. Mais fondamentalement, en parlant du renseignement d'ores et déjà, je crois qu'il faut quand même parler des ressources humaines bien formées, bon, des outils de pointe. À mon entendement, dans le contexte malien, effectivement, c'est des aspects manquent cruellement. Lorsqu'on s'intéresse extrémistes violentes dans le contexte malien, je crois qu'au-delà du formel qui est l'État, nous assistons à une sorte de configuration sociologique qui pourrait aussi aboutir à des formes tout à fait violentes. Je prends juste un exemple tout à fait basique.
Vous allez au centre du Mali, j'ai pu y séjourner pendant quelques mois, notamment dans la région de Mopti. Vous allez vous rendre compte quand même que les groupes ethniques qui étaient facilement enrôlés par les différents mouvements, pas facilement, enfin qui étaient enrôlés par les différents mouvements extrémistes violents, qui sont en Sardine, Al-Qaïda, tout récemment le Front de libération de Massina, on se rend compte quand même que certains de ces acteurs étaient en quête d'une statut social beaucoup plus valorisant. Donc vous comprenez combien, à partir de configurations sociologiques dans le contexte malien, on peut tomber dans l'extrémisme violent. Donc je crois que au-delà du formel, de mener des enquêtes auprès des personnes suspectées, il serait quand même intéressant que l'État malien collabore davantage avec le terroir. Et cette collaboration, elle est gravement entachée par des méfiances, par des suspicions, parce que si vous allez dans les Mali profonds, vous allez vous rendre compte quand même qu'il est tout à fait difficile de parler d'un quelconque pont entre l'officiel et le réel. J'entends par l'officiel l'État et le réel qui sont les populations. Il y a quand même ces grèves judiciaires, ces conflits intracommunautaires qui font que difficilement les populations qui sont les premières victimes de l'extrémisme violent seraient prêtes à collaborer avec les agents de l'État parce que ceux-ci sont considérés comme des corrompus, comme des gens qui les ont spoliés. Donc de ce fait, effectivement, le service de renseignement malien bitait à ces difficultés tant financières, formation des ressources humaines, et dans le même temps, cette difficulté que ces ressources humaines éprouvent justement à assurer une confiance réelle. Nous reviendrons sur cette question dans un instant, le temps d'observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. C'est donc du renseignement que nous parlions avant la pause. Maintenant, nous allons tourner du côté de Siaka Tcheblé Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique. Le renseignement malien aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qu'il vaut en fait? Quel est son apport? Je pense que nous avons beaucoup d'efforts à mettre en œuvre pour améliorer ce renseignement. Mais quel qu'en soit tout ce que nous allons faire aujourd'hui, il va de soi que la situation sur le terrain est une situation qui de loin nous dépasse en termes de renseignement. Les États-Unis, d'après les informations qu'on a reçues, c'est les États-Unis qui auraient donné les informations à la France pour qu'elle mène la frappe. Ceci étant, on peut supposer qu'il y a une collaboration entre ces différents services de renseignement, mais pour ce qui concerne le Mali, tant pour les ressources humaines, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, tant sur l'équipement et même sur la coordination des différentes informations, je pense que nous avons beaucoup d'efforts à mener. Coordination au niveau national ou bien la coordination avec les autres services? La coordination au niveau national entre les différentes structures de renseignement et la coordination entre les services des renseignements maliens et les services des renseignements d'autres États comme la France et les États-Unis. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à mener dans ce sens, même si également je suis d'accord qu'il faut privilégier les moyens classiques des renseignements qui est la contribution de la population au renseignement. Sir Daniel, est-ce que vous pensez que les services des renseignements maliens collaborent suffisamment avec les services d'autres pays, notamment les pays qui sont fortement impliqués dans la gestion de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain? Je crois que pas assez. On ne peut pas, aucun pays ne peut faire du renseignement seul. J'ai entendu parler des Américains tout à l'heure. Le problème des Américains, c'est qu'ils ont la technologie la plus sophistiquée, c'est-à-dire ils ont les drones, et il y a drones et drones. Eux, ils ont les drones qu'il faut parce qu'ils ont des drones qui peuvent permettre de voir dans ce vaste désert, par exemple, une poule ou un coq ou un mouton, si vous voulez. Ou pour écouter, par exemple, quelqu'un qui est sous sa tente, ça c'est quand même très important. Si vous prenez depuis le début de la crise, les forces spéciales des services de renseignement maliens, quand même, moi qui ai bien noté les déclarations, ont fait des déclarations sur l'arrestation d'au moins une vingtaine de djihadistes ou de présumés djihadistes. C'est-à-dire, il y a Khalil, celui qu'on appelait de la Katiba Massina du Sud, qui est arrêté par les forces de sécurité, les services de renseignement. Il y a d'autres qui ont été arrêtés à San, d'autres sont arrêtés à Tomia, etc. Il y a eu plusieurs arrestations, si vous voulez. Mais s'il y a eu ces arrestations, c'est parce qu'il y a eu quand même un embryon de collaboration avec les autres services. Je ne pense pas que cette collaboration soit totale. Moi, je verrais bien, par exemple, des renseignements, c'est vrai, bon, avec les partenaires traditionnels de la France, mais il faut peut-être l'étendre cela à d'autres pays. Vous avez le Maroc, vous avez la Tunisie, je n'ai jamais entendu, par exemple, parler
rencontre entre services maliens et tunisiens, peut-être que ça se fait discrètement, mais pour les autres, nous sommes quand même informés, il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur ou sur la vitesse de la collaboration avec plusieurs services. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, il faut avoir les Maliens israéliens, ils sont informés. Donc je pense qu'il y a là probablement des efforts à faire du côté du service de renseignement malien. J'ai entendu tout à l'heure dire ils n'ont pas assez de moyens. Vous savez, quand vous vous informez, l'État consacre beaucoup de moyens au service de renseignement malien, qui font ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire, mais je trouve que ce n'est pas assez parce que la coopération, justement, en cette matière n'est pas diversifiée. On a des partenaires traditionnels et on donne l'impression de ne travailler qu'avec les partenaires traditionnels. Alors, Clément Damélé, qu'est-ce que vous pensez de la performance du service de renseignement par rapport à l'immense tâche qui les attend, à savoir la lutte contre le terrorisme? Il faut le situer à 3 niveaux. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Toungara tout à l'heure. M. Toungara, oui. M. Sata et Daniel, Daniel, ce qu'il disait, c'est vraiment important. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrête de se dire qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas... Il faut arrêter la victimisation. Soyons sincères avec nous-mêmes et regardons-nous dans le miroir qu'on a les moyens. Sauf ce qui manque peut-être c'est la formation, ce qui manque c'est la coopération. Mais ça se situe à 3 niveaux. D'abord, il faut que les différents services de renseignement, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit au niveau de la population, qu'il y ait un croisement, qui a une sorte de métissage et qui va donner une sorte de symbiose, qui va donner naissance à un vrai renseignement. La deuxième chose, c'est le Grand Sahara. Il faut que les États qui sont concernés aujourd'hui se réunissent autour de cette question et acceptent de partager les renseignements. La troisième chose, il faut qu'on soit appuyé par les services de renseignement occidentaux qui ont des grands moyens à partir des drones, à partir des satellites, à partir des moyens matériels. Mais nous avons aujourd'hui, même au niveau du Mali, la possibilité de mener un renseignement fiable. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une question de volonté, une question de volonté politique, une question de volonté humaine qui manque, et ça, il faut le dire, cette vérité. Et je ne pense pas que ça se limite seulement à la population, ça se limite aux agents spécialisés sur le terrain, donc c'est donner ces moyens-là de dire que pourquoi je suis là, qui fait quoi et pourquoi. Voilà la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, avec qui on doit compter, avec qui on doit conjuguer et pourquoi on doit les faire et comment on doit les faire. Quand on répondra à ces questions-là, on trouvera la solution chez nous-mêmes, à partir du Mali, et pour les remonter à la source. Parce qu'il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a le Niger, il y a le Mali, la Mauritanie. Ce sont ces États-là qui sont beaucoup plus concernés par le renseignement. Il faut qu'il y ait une vraie collaboration franche et sincère et que chacun joue sa part de partition dans la musique de lutte contre le terrorisme. Les forces spéciales maliennes ont quand même arrêté récemment le numéro 2 dans Sardine. Il s'agit de Ataher Yadou. Monsieur Toungara, on peut quelque part dire que tout n'est peut-être pas si mal? Non, clairement qu'il y a des efforts qui ont été consentis. Ces efforts, il faut vraiment les saluer. Mais en réalité, quand vous allez au centre du Mali, à Ségou et à Mopti, vous allez vous rendre compte quand même que, quels que soient les moyens sophistiqués déployés, lorsque les populations locales peinent à croire aux efforts consentis ou aux efforts qui sont en train d'être consentis par les autorités, notamment celles chargées de la question de la défense et de la sécurité, si on n'arrive pas à créer une sorte de maillage entre ces deux acteurs, les populations locales et l'État, je crois que quelle que soit la stratégie menée, je comprends justement que les États-Unis aient tous les moyens sophistiqués de la planète, mais le contexte malien, il va au-delà de la seule dimension matérielle en fait. L'extrémisme violent dans le contexte malien, il questionne beaucoup la configuration sociologique en fait, et des grèves judiciaires, des tensions entre les communautés. Ouais, donc ce sont des
clivages, des questions lesquelles questions on ne peut pas les apporter des solutions tout à fait efficaces seulement à partir de l'officiel. Donc il faudra qu'on questionne les terroirs et de voir comment faire en sorte que, à partir du local, nous pourrons mener des actions tout à fait fiables dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, justement, moi je pense que fondamentalement, il faut qu'on arrive à créer cette passerelle entre l'État et les populations locales. Voilà, je crois que c'est là compris. Vous, Doumbia. Oui, je pense que quand on parle des moyens, je vais revenir sur la question, mais quand je parle des moyens, je pense qu'il faut prendre la réalité du terrain et essayer de faire les analyses sur cette base-là. Serge Daniel parlait tout à l'heure des drones américains. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, et là je pose la question à M. Dambélé depuis MES, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les moyens technologiques que nous disposons nous permettent de surveiller l'étendue du territoire national en termes d'écoute, en termes de surveillance? Est-ce que vous pensez qu'on a ces moyens-là? La simple table d'écoute, je suis désolé, ce n'est pas nous qui gérons cette table d'écoute-là. C'est fait par des coopérants français, il faut le dire. Et je comprends que cela se passe dans un cadre de coopération. Mais ceci étant, je pense que la question du moyen, je ne parle pas des moyens financiers, je parle des moyens technologiques, d'équipement. Donc, je pense que la question des moyens reste toujours posée si nous souhaiterons avancer dans la. Ceci étant, il y a des efforts qui sont menés, il y a des coups que nous portons de part et d'autre. Serge a cité quelques-uns et vous venez de citer également. Donc, ce sont des efforts que nous sommes en mesure de le faire, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. On peut aller mieux si nous avons suffisamment de moyens technologiques. Alors, c'est Daniel, la lutte est difficile, il y a des problèmes, mais il y a quelquefois des résultats. Oui, il y a des résultats. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens, tout simplement. En termes de partage de renseignements, tout à l'heure, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de honte à cela. Par exemple, la France, face aux Américains, la France n'a pas les moyens des Américains, par exemple, en termes de surveillance, en termes de surveillance du terrain, en termes de frappe, par exemple, aérienne, ils n'ont pas de moyens. Donc il faut forcément une coopération. Ce que moi, je souhaitais, c'est de diversifier cette collaboration, cette relation, parce que mon impression, c'est qu'on travaille trop avec les amis traditionnels. Mais malgré cela, il y a des résultats. Vous savez, on ne le dit pas souvent, mais si vous fouillez à Bamako, depuis 3 mois, il y a au moins 2 attentats qui ont été déjoués. Enfin, quand je veux préciser, je veux être plus précis, vous avez 2 tentatives d'infiltration qui ont été empêchées par les forces de sécurité, tout simplement parce que vous avez des populations qui collaborent. Le renseignement humain est le plus important, je suis d'accord, surtout dans nos localités, lorsque quelqu'un est dans un bus qui quitte par exemple la Nationale 7, c'est-à-dire la route de Sikasso pour revenir à Bamako, il y a quand même des choses qu'on peut renforcer en termes de sécurité. Lorsqu'on est arrivé à une barrière, à un barrière, à un poste de sécurité, vous savez, celui qui lève comment s'appelle, le fer que vous voyez là, la barrière, c'est un civil. Pourquoi? Parce que les militaires ou les forces de sécurité qui sont chargées de le faire vont s'asseoir à l'ombre et sous-traitent, par exemple, avec des bananas. Ça, c'est le travail des forces de sécurité que de contrôler les barrages de sécurité. Ce n'est pas aux civils de le faire. Donc, on peut quand même améliorer les choses parce que c'est dissuasif quand vous passez à un barrage de voir un militaire que de voir un civil. Quand vous voyez un civil, vous n'avez pas peur. Alors que la politique des djihadistes, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, comme vous le savez, et qu'ils observent beaucoup avant de traverser les barrières de sécurité. Donc, nous avons aussi, pour terminer, une part de responsabilité. Il faut que nous améliorons notre système de défense. Pas trop. Alors, Clément Dambélé, pour conclure. Alors, pour conclure, j'aimerais bien vous dire une chose, juste pour répondre à mon compatriote, M. Siaka. Encore une fois, ce n'est pas une question simplement de moyens matériels, il y a beaucoup de moyens humains, mais c'est surtout les services de renseignement. Je ne pense pas, et je ne serai jamais d'accord, qu'il faut se reposer complètement sur les populations pour mener cette lutte contre le terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à un monde de communication, et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, les États doivent coopérer, mais aussi sur le terrain mener une vraie stratégie de relations communication et de proximité pour permettre à la population de collaborer, d'accord, mais les services de renseignement ont tous les moyens aujourd'hui de s'introduire. Vous savez, les terroristes, ils utilisent la communication d'abord, et qu'on appelle le lavage du cerveau, mais c'est aussi une forme de communication qui vient avant de passer à l'action. Donc, il faut prendre seulement
exactement le schéma à l'envers, en montant aussi par la communication pour arriver à la source. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. Et non pas parce que vous voyez votre voisin qui dit Allah wa Akbar ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim que vous allez le dénoncer en pensant que le terrorisme, on va lutter contre le terrorisme, mais en mettant en place un vrai service de renseignement avec la coopération internationale et à l'intérieur du pays une vraie stratégie de renseignement basée sur l'efficacité humaine et non pas seulement matérielle. Alors, c'est sur ce que s'achève donc le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que nos invités étaient au nombre de 4. Ali Tunkara, enseignant à l'université spéciale des questions de sécurité, Siaka Tcheble Doumbia, du Centre d'analyse politique et économique, c'est Daniel, journaliste écrivain. Et nous avons Clément Dambélé qui était donc en ligne depuis Metz. Il est politologue. Nous disons donc merci à tous nos invités. De l'autre côté, nous avions à la mise en onde Nuhundjire, à la régie vidéo Salim Douara, réalisation Ibrahim H. Diallo. À la présentation, il y avait Seydou Fomba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.